Bien, eh bien, je vais donner maintenant la parole à Benoît Gauthier, qui travaille dans cette maison comme attaché à la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance, qui travaille notamment sur les questions d'épistémologie, de rationalité, et qui propose un exposé dont vous avez le titre sous les yeux. Benoît, à toi. Bien, merci. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer dans le cadre de ce colloque, donc sur la reconstruction de la raison. Je voudrais dire un mot du titre et donc de l'exposé que je ferai. J'avais prévu de parler d'autre chose, de Bourdieu, du champ scientifique, mais il est apparu en préparant donc cet exposé que je n'arriverais pas à des conclusions qui me semblaient intéressantes, satisfaisantes, et donc j'ai préféré insister sur ce qui devait constituer la seconde partie de cet exposé, et pour qu'elle devienne donc... qu'elle en devienne la totalité, et c'est donc de cela dont je vais parler. Alors, lorsque l'on compare l'état d'une discipline comme la philosophie à celui d'une discipline scientifique comme la physique, il est difficile de ne pas parvenir au constat suivant. D'un côté, on observe un accord massif, à la fois pratique et explicite, sur l'identité des faits dont il s'agit de rendre compte, sur les lois ou les théories permettant d'y parvenir, mais aussi sur les méthodes, les instruments et les techniques utilisées pour la découverte et l'analyse des faits qui sont sans cesse mis au jour. De l'autre côté, qui est bien entendu celui de la philosophie, à peu près rien de tout ça n'est vrai. Si, comme l'écrit Michael Davitt, non seulement les scientifiques apprennent de plus en plus de choses à propos du monde, mais également à propos de la manière de découvrir des choses à son propos, c'est également de façon conjointe que les philosophes ne semblent pas, même après 2 millénaires, être parvenus à établir ou à s'accorder sur quoi que ce soit à propos de n'importe quel objet de réflexion qu'ils ont pu se donner, ni à établir ou à s'accorder sur la manière dont ils pourraient espérer y parvenir. Une des raisons qu'on avance parfois pour essayer d'expliquer l'absence de consensus que l'on observe parmi les philosophes est l'idée qu'il n'est pas réellement possible, en philosophie, d'établir des vérités sur lesquelles il serait envisageable de s'accorder, parce qu'il n'y a rien dont les propositions philosophiques puissent être vraies. Mais même à supposer que cette idée soit correcte, le problème est qu'elle ne permet pas complètement de rendre compte du désaccord à peu près général qui règne en philosophie. Même s'il n'y a pas de vérité philosophique à proprement parler, et même s'il n'est pas envisageable que nous disposions un jour de preuves nous permettant de savoir que nous les avons atteintes, il ne s'ensuit nullement qu'il ne peut y avoir de position philosophique plus rationnelle, plus justifiée, plus cohérente ou plus étayée que d'autres, sur lesquelles il serait possible de s'accorder. Or, d'une façon qu'on peut juger assez désespérante, il ne semble pas non plus y avoir, parmi les philosophes, d'accord sur la question de savoir quels sont, à propos d'un problème philosophique donné, les raisons ou les arguments que l'on peut considérer comme concluants ou supérieurs à d'autres qui ont également été avancés sur ce problème. Ce qui se trouve ainsi susceptible d'être mis en cause par le genre de désaccord qui règne en philosophie et le contraste qui existe entre elle et une discipline comme la physique, ce n'est donc pas seulement l'idée de vérité philosophique, mais également, et peut-être plus directement, celle d'une raison ou d'une rationalité philosophique capable de donner sens à la volonté d'argumenter en faveur des positions philosophiques que l'on défend, à laquelle aucun philosophe ne semble, au moins en pratique, être prêt à renoncer totalement. Alors presque tous les épistémologues du désaccord ayant abordé la question de ses conséquences en philosophie soutiennent une position du genre suivant. Du fait des controverses ou des désaccords incessants et généralisés qui se déroulent au sein du champ philosophique, l'attitude appropriée serait l'acceptation plutôt que la croyance. Dans cet esprit, David Christensen avance puisque manifestement même les meilleurs philosophes font souvent des erreurs, on doit admettre que la méthode philosophique est globalement assez peu fiable, ce dont il suit que nous ne devrions pas avoir, vis-à-vis de nos conclusions philosophiques, une confiance démesurée. De façon plus précise, quelqu'un comme Richard Fumerton soutient que nous pouvons déduire la conclusion suivante de la quantité importante de réponses incompatibles qui sont apportées à chaque problème philosophique, ou de façon équivalente, déduire du fait de savoir que la plupart des opinions philosophiques sont minoritaires, donc la conclusion suivante, la majorité des philosophes, et même les plus intelligents, ne sont pas fiables lorsqu'il s'agit d'atteindre la vérité philosophique. Alors, en conséquence, l'observation du champ philosophique ferait, selon quelqu'un comme Cornbliss, de la modestie épistémique la seule position rationnelle disponible,
Et ce dernier n'hésite pas à en conclure qu'en cas de désaccord philosophique, nous devons suspendre notre jugement et qu'étant donné l'état actuel du champ philosophique, l'opinion de personne n'est justifiée. Par ailleurs, même à supposer que l'attitude rationnelle à adopter pour un philosophe, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est déjà engagé dans le genre de controverse qui se déroule au sein du champ philosophique, ne soit pas forcément une attitude sceptique vis-à-vis de toutes les positions en présence, y compris la sienne, il se pourrait néanmoins qu'un tel scepticisme soit la seule attitude rationnelle à adopter pour un individu placé hors du champ philosophique et se demandant ce qu'il pourrait attendre de la discipline, s'il s'y engageait, pour résoudre ces interrogations philosophiques. Alors, dans un article récent, Jason Brennan écrit ainsi « Supposons qu'une personne envisage de se tourner vers la philosophie dans l'espoir d'obtenir des réponses vraies à ces interrogations philosophiques. Elle veut savoir ce qu'est la causalité, la justification, le bien, la justice, etc. Elle remarque que les philosophes sont en désaccord massif quant aux réponses à apporter à ces questions et en conclut alors que la probabilité est faible qu'en s'engageant dans la philosophie, elle obtienne des réponses vraies à ces questions. Elle en vient donc à être sceptique à propos du domaine philosophique et s'en détourne. Cette personne commet-elle une erreur ? Autrement dit, cette personne est-elle justifiée à conclure du dissensus général régnant en philosophie au fait qu'elle devrait s'abstenir de faire usage de la méthodologie philosophique si elle veut obtenir des réponses vraies à ces questions philosophiques, et ce, au motif que ce dissensus montre que cette méthodologie n'est pas un instrument de vérité fiable, mais a fortiori, si ceux qui ont eu recours et sont parvenus à des conclusions divergentes ou incompatibles font ou ont fait partie des meilleurs esprits que l'humanité ait connus. Alors, selon quelqu'un comme Brennan, nous devrions accepter de considérer comme parfaitement rationnel le verdict de cette personne qui, constatant le nombre très élevé de positions concurrentes à propos d'une position philosophique donnée, d'une question philosophique donnée, en conclut que le fait de faire usage de la méthodologie philosophique sur cette question la conduirait sans doute à considérer comme vraie une position quelconque, alors même que comme elle peut aisément l'apercevoir depuis le point de vue non engagé qu'elle occupe actuellement, il est davantage probable que cette position soit fausse que vraie. Alors, les arguments donc, que je viens d'exposer semblent imposer la conclusion que la seule attitude véritablement rationnelle à adopter face au désaccord général qui règne en philosophie est, sinon d'entretenir une forme de scepticisme global vis-à-vis des prétentions de la discipline à porter au jour des vérités philosophiques, du moins d'accepter qu'il y a de grandes chances que nous ne soyons pas parvenus au vrai en parvenant aux conclusions auxquelles nous a conduit notre jugement philosophique. Au moins parce que ces conclusions s'opposent à celles auxquelles parviennent d'autres philosophes dont nous n'avons pas de raison de penser, indépendamment de ce désaccord, qu'ils sont de moins bons philosophes que nous. Néanmoins, cette conclusion n'est inévitable qu'à la condition de supposer ce que ces arguments présupposent et qui ne va, à mon avis, en réalité nullement de soi, à savoir l'existence de vérités qu'il appartiendrait à la philosophie d'atteindre et l'idée que notre but en philosophie serait de parvenir à entretenir des théories philosophiques qui soient vraies au sens où l'on peut dire d'un physicien qu'il cherche à avoir des théories physiques qui soient vraies. Alors, le point qu'il me semble que la manière dont la philosophie est pratiquée, et en particulier la manière dont nous réagissons lorsque nous apprenons que nos jugements philosophiques ne sont pas partagés par une vaste majorité d'autres membres du champ philosophique, ou encore l'attitude que nous adoptons vis-à-vis de jugements philosophiques soutenus par nos pairs, mais dont nous ne comprenons pas en quoi ils devraient s'imposer, montre que notre but en philosophie n'est peut-être pas de parvenir à des théories qui soient vraies, au sens où c'est à l'inverse le cas dans les sciences. Alors, imaginons que je soutienne une position philosophique en faveur de laquelle j'estime avoir fourni des arguments convaincants permettant, selon moi, de répondre à toutes les objections pertinentes qui lui ont été ou pourraient lui être faites. Il n'y aurait pas, de mon point de vue, de sens à ce que j'y renonce du simple fait d'apprendre, être par là en désaccord avec la majorité ou la plupart de mes pairs ayant pris connaissance de ma position. Plus précisément, il ne semblerait à personne, ni à mes pairs, ni à moi, que j'ai fait un progrès philosophique quelconque en y renonçant de cette manière. Plus précisément encore, il ne semblerait à personne que j'ai effectué quelque chose de satisfaisant philosophiquement en renonçant à ma position sans voir ou même apercevoir en quoi elle était défectueuse et devait être rejetée. Mais la situation du philosophe est-elle, sur ce dernier point, réellement différente de celle de n'importe quel scientifique ?
Elle l'est, à mon avis, dans la mesure où, en science, il est possible qu'après avoir renoncé à une de mes théories du simple fait de l'opposition massive qu'elle a rencontrée, j'adopte ensuite celle soutenue par mes pairs, et ce, même si je ne comprends pas pourquoi leur théorie est vraie. Et il est possible que, ce faisant, je puisse et estime pouvoir contribuer par mes travaux futurs au progrès de la science et être satisfait de mes travaux. Or, en philosophie, il est difficile d'imaginer qu'après avoir pris connaissance d'une position soutenue par un grand nombre de mes pairs, ou par quelques-uns des plus prestigieux ou reconnus d'entre eux, mais dont je ne comprends pas en quoi ou pourquoi elle devrait s'imposer, j'en vienne à l'adopter malgré cela, ou que je puisse et estime pouvoir produire par la suite, en m'appuyant sur elle, un travail philosophique convenable ou qui me satisfasse réellement. Il est intéressant de noter sur ce point que la situation en philosophie n'est pas la même qu'en mathématiques, ou comme le rapporte par exemple quelqu'un comme William Thurston, qui a reçu en 82 la médaille Fields. On procède souvent à l'aveugle, c'est-à-dire on s'appuie souvent sur des théorèmes dont on ne comprend pas la validité, mais dont on estime qu'elle est comprise et établie par et dans le champ mathématique. Alors à mon avis, en un mot, il faut rendre compte du fait que le fait de rejeter une position philosophique sans comprendre en quoi elle est défectueuse, ou plus encore d'accepter une position dont on ne comprend pas en quoi elle s'impose, ne constitue en rien, pour n'importe quel philosophe, une façon acceptable de mener une activité philosophique, ce qui n'est pas le cas, je le répète, dans les sciences. À mon avis, on peut rendre compte de ce fait en soutenant que si une attitude est acceptable dans les sciences, c'est parce que le but que chacun y poursuit, que si cette attitude est acceptable dans les sciences, c'est parce que le but que chacun y poursuit est de parvenir à former des théories vraies, des phénomènes que l'on cherche à expliquer, et que ceci n'implique pas forcément que l'on doive avoir compris la raison d'être d'autres théories sur lesquelles on s'appuie pour cela. On pourrait alors rendre compte de la manière tout à fait particulière dont nous considérons en philosophie des positions que nous ne comprenons pas, en soutenant que nous n'avons pas ce but en philosophie, mais plutôt celui de parvenir à un certain type de compréhension des choses qui ne consiste pas à découvrir des vérités au sens où la science cherche à en découvrir. Autrement dit, une conception que l'on peut qualifier de wittgensteinienne de la philosophie, selon laquelle la philosophie consiste en une activité d'investigation et de clarification conceptuelle, visant à mettre fin au genre de perplexité dont elle s'occupe, s'accorde de façon assez remarquable avec le fait dont j'ai dit qu'il fallait en rendre compte. Selon cette conception, la communauté philosophique n'est pas, comme l'écrit Jacques Bouvresse, une communauté de savoir, en ce qu'à la différence de ce qui se passe dans la recherche scientifique, où l'individu peut profiter des acquis antérieurs sans être obligé de fournir à nouveau les mêmes efforts que ses prédécesseurs, le travail philosophique ne peut être une chose que strictement personnelle. Autrement dit, le philosophe, et c'est précisément ce qui fait de lui un philosophe, n'est pas, pour Wittgenstein, le citoyen d'une communauté de pensée. Alors, afin d'avoir une idée plus claire du genre de compréhension dont une conception wittgensteinienne de la philosophie soutient quel est ce que nous cherchons à obtenir quand nous nous y consacrons, je m'efforçais de présenter, de synthétiser à présent l'essentiel d'un article récent, et selon moi relativement éclairant de Peter Hacker, et de montrer en quoi cette conception dispose des moyens de résister aux objections que lui adresse Timothy Williamson dans The Philosophy of Philosophy. Alors, Peter Hacker écrit dans cet article « Il est trompeur de suggérer que la philosophie recherche non la connaissance de faits nouveaux, mais une compréhension de faits familiers, comme si la science ne satisfaisait pas ce besoin. La philosophie ne peut nullement expliquer les phénomènes en ce sens. En conséquence, quoi que soit la quête de la compréhension, elle n'est pas similaire à la compréhension obtenue par les sciences empiriques. La philosophie peut clarifier leurs caractéristiques conceptuelles et contenir leur tendance à transgresser les limites du sens. Elle est un tribunal de la raison. » Les vérités qu'établit la philosophie sont des vérités conceptuelles, pas des énoncés de faits, et la forme de connaissance qu'elle offre, selon Hacker, à la différence de celle atteinte par les sciences naturelles, ne relève pas de l'observation, de la détection ou de la découverte expérimentale, mais de la réalisation. Alors, pour donner une idée de ce que sont les vérités conceptuelles qu'il appartient à la philosophie d'établir selon Hacker, ce dernier prend fréquemment l'exemple de ce qu'il est possible de dire des événements. On a vu probablement avec l'intention de montrer que le genre de vérités que l'on qualifie fréquemment de métaphysiques, et dont on pense en cela qu'elles ne sont pas susceptibles d'être établies et acceptées par une philosophie se définissant comme investigation conceptuelle, sont en réalité parfaitement susceptibles de l'être.
Alors, Hacker écrit des choses comme « Les événements arrivent, surviennent ou se déroulent à un temps T, mais n'existent pas à un temps T. Ils n'ont pas de surface colorée, mais peuvent produire un son. Ils ont des phases, mais pas de partie ou de dimension spatiale. Ils n'occupent pas d'espace. Ils peuvent se déplacer, non pas comme les objets se déplacent, mais au sens où leurs phases successives se déroulent à différents endroits, et ainsi de suite. » Mais si la philosophie est, comme le soutient Hacker, une investigation conceptuelle a priori et qu'elle ne nous apprend jamais de choses que nous ignorions jusque-là, en quoi consiste exactement le fait de réaliser que quelque chose est le cas, fait en lequel consiste, selon Hacker, la forme de connaissance qui lui est propre. Et comment une telle connaissance, entre guillemets, peut-elle être acquise ? Comment savons-nous, par exemple, que le mouvement des objets diffère du mouvement des événements ? Et en quel sens est-il vrai de dire que nous n'avons rien appris de nouveau en étant parvenus à la conclusion que le mouvement des objets diffère du mouvement des événements ? Alors, selon la conception wittgensteinienne que défend Hacker, c'est dans l'acquisition d'une vue synoptique de l'usage des concepts concernés que l'on comprend ou réalise que le mouvement des objets diffère de celui des événements. Cette compréhension s'acquiert, pour être plus précis, en réalisant ce que nous serions prêts à dire, quels concepts nous jugerions adéquats d'appliquer sur la base de notre maîtrise de leur usage dans certaines situations actuelles ou contrefactuelles, et en nous efforçant ensuite de déterminer, en procédant de la même manière, si les multiples conclusions qui nous semblent pouvoir être tirées de ce que nous avons ainsi réalisé peuvent réellement l'être. Nous acquérons ainsi progressivement cette compréhension ou cette vue d'ensemble de notre raison conceptuelle qui permet de voir disparaître les questions ou les perplexités philosophiques que l'absence de cette compréhension rendait possible. On voit du même coup en quel sens, selon ce genre de conception, il peut être question de progrès en philosophie, alors même que la philosophie n'ajoute rien à la connaissance humaine, excepté, écrit Hacker, le fait de réaliser les différentes façons dont divers éléments de notre schème conceptuel tiennent ensemble. Ce progrès peut être qualifié d'analytique en ce qu'il consiste dans la caractérisation et la clarification de concepts et générateurs de problèmes, et il peut être qualifié corrélativement de discriminatif en ce que nous réalisons que nous devons tracer certaines distinctions entre des choses que l'on peut être spontanément enclin à considérer comme similaires, comme par exemple la relation déterminée-déterminable ou la relation espèce-genre. L'exemple est d'Hacker. Le progrès en ce sens, poursuit Hacker, apparaît souvent moindre qu'il ne l'est réellement, car de telles distinctions sont rapidement considérées comme allant de soi, et nous oublions qu'elles sont des insights, je ne traduirai pas, obtenus de haute lutte par la réflexion philosophique. Néanmoins, souligne Hacker, parce que la philosophie est une contribution à la compréhension et pas à la connaissance, le genre de progrès dont il peut être question en philosophie est singulièrement précaire. Et il écrit « S'il peut y avoir un progrès d'un genre qui ne soit pas similaire au progrès que l'on rencontre dans les sciences, il peut donc y avoir une régression d'un genre que l'on ne rencontre pas dans les sciences. Parce que la philosophie n'a pas de fondement, parce qu'elle n'est pas hiérarchique, parce qu'elle ne produit ni des théories validées par l'expérience, ni des théorèmes prouvés et ensuite appliqués à l'expérience, parce qu'elle n'érige pas de structure théorique sur la base des insights et des clarifications conceptuelles qu'elle établit, parce qu'elle n'est à la base d'aucune technologie, ces distinctions peuvent être perdues de vue, des méthodes de clarification peuvent cesser d'être utilisées et les aptitudes qu'elles requièrent peuvent disparaître. Chaque génération, je saute une partie de la citation, chaque génération doit parvenir à la compréhension philosophique par elle-même et les insights et les clarifications des générations antérieures doivent être à nouveau conquises. Alors, un des opposants les plus résolus à cette conception de la philosophie est Timothy Williamson qui, de façon à la fois intéressante et originale, soutient à la fois que la philosophie n'est pas une investigation conceptuelle, qu'elle nous apprend, comme les sciences, des choses sur le monde, qu'elle peut néanmoins être au moins en partie pratiquée en fauteuil, mais que cela n'implique pas que ce soit au moyen d'une faculté cognitive particulière, différente de celle que nous engageons dans notre connaissance scientifique ou ordinaire du monde, qu'elle contribue à sa connaissance, y compris lorsqu'elle est pratiquée en fauteuil. Et alors, dans un entretien qu'il a accordé à propos de son ouvrage The Philosophy of Philosophy, qui est paru en 2007, Williamson écrit « Les différences entre la philosophie et les autres disciplines ne sont pas dissemblables aux différences entre la physique, les mathématiques, l'histoire, l'économie, la biologie et la linguistique, qui sont elles-mêmes très marquées. Je suggère en particulier que le but de la philosophie est à long terme d'acquérir un type de connaissance de la manière dont sont les choses.
Je pense également que la prétendue dichotomie entre la connaissance et la compréhension est une fausse dichotomie. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi quelque chose est ainsi sans savoir pourquoi ce quelque chose est ainsi. Alors, à travers cette déclaration particulièrement claire, se trouvent notamment affirmées deux idées. Un, la méthodologie philosophique n'est pas fondamentalement distincte de celle des sciences, au sens où l'une n'est pas radicalement a priori, tandis que l'autre serait radicalement a posteriori, en laissant de côté la question des mathématiques. Deux, la science et la philosophie ne portent pas sur des choses radicalement distinctes, comme le pensent, d'après Williamson, ceux qui définissent la philosophie comme investigation conceptuelle. Sur ce dernier point, Williamson écrit dans The Philosophy of Philosophy que peu de questions philosophiques sont des questions conceptuelles en un sens qui les singularise, ou encore que le domaine de la philosophie n'est pas conceptuel en un sens qu'il singularise. Dans le même esprit, et de façon plus précise, Williamson soutient que si tout ce que nous pouvions apprendre des cas imaginés par Guettier et qu'il est conceptuellement possible d'avoir une croyance vraie justifiée sans avoir une connaissance, cela ne réfuterait pas davantage l'hypothèse que la connaissance est de façon métaphysiquement nécessaire, la croyance vraie justifiée, que la possibilité conceptuelle que quelque chose possède au nombre atomique 79 sans être de l'or ne réfute l'hypothèse que l'or est, de façon métaphysiquement nécessaire, l'élément dont le nombre atomique est 79. Ce dont s'occupe de façon première l'épistémologie est la nature de la connaissance et non la nature du concept de connaissance. Si la connaissance était en réalité identique à la croyance vraie justifiée, ce serait cela qui importerait épistémologiquement, indépendamment de la possibilité conceptuelle de leur non-identité. Et Williamson poursuit alors ainsi, le résultat d'une expérience de pensée comme celle de Guettier, interprétée en termes de simples possibilités conceptuelles, serait d'importance pour les théoriciens des concepts au premier chef, pas pour les épistémologues. La même chose vaudrait pour les expériences de pensée que l'on trouve dans d'autres branches de la philosophie, mais l'usage des expériences de pensée n'est pas confiné à la théorie des concepts, il prolifère dans la plupart des branches de la philosophie. Alors, ce qui me semble important ici, et ce qui apparaît dans chacun des passages que j'ai cités, est le fait que Williamson tienne systématiquement pour allant de soi l'idée que si la philosophie consiste entièrement en une activité de clarification conceptuelle, il s'ensuit qu'elle porte sur nos concepts plutôt que sur le monde, et qu'elle s'efforce d'établir des vérités à propos de nos concepts, au sens où la science s'efforce d'établir des vérités à propos du monde. Cette idée ne va cependant nullement de soi et constitue par ailleurs un contresens à peu près total à propos du genre de position que défendent des philosophes comme Peter Hacker à la suite de Wittgenstein. Peut-on conclure, demande Hacker, de l'affirmation que la philosophie est une investigation conceptuelle à celle qu'elle possède après tout un domaine spécifique, à savoir les concepts? Et il répond, ce serait trompeur, le fait d'être une investigation conceptuelle ne signifie pas porter uniquement sur les concepts, mais entre autres choses, ne pas procéder par observation et expérimentation. Et pourquoi supposer, demande Hacker, que si une question porte sur un concept, elle ne porte pas également sur ce qui tombe sous le concept? Alors, ce point essentiel de la conception wittgensteinienne de la philosophie me semble être bien exprimé par Hacker dans le passage suivant, et même de façon assez, à mon avis, assez remarquable, à propos de cette position qu'on a souvent du mal à exprimer de façon claire, ce qui serait la moindre des choses pour ensuite vouloir la réfuter ou l'accepter. Le genre de compréhension que poursuit la philosophie est unique en son genre. Elle peut être décrite de différentes façons, plus ou moins trompeuse. Sur un mode métaphysique, la philosophie s'efforce d'obtenir une compréhension des natures a priori des choses et des relations internes entre les choses. Sur un mode conceptuel, la philosophie s'efforce d'obtenir une vue d'ensemble de la structure de partie de notre schème conceptuel et des relations logico-grammaticales entre ces éléments. Sur un mode linguistique, la philosophie s'efforce d'obtenir une vue d'ensemble de segments de notre langage qui, d'une manière ou d'une autre, donnent naissance à des problèmes conceptuels. Bien comprise, il s'agit de description d'une seule et même entreprise. On peut donc dire en un mot que les vérités conceptuelles décrivent des aspects de la nature de leur sujet, caractérisent le concept concerné et sont manifestes dans l'usage des mots. Et que comprendre la position wittgensteinienne consiste à comprendre qu'il s'agit d'une seule et même chose. Alors on peut bien entendu ne pas accepter ce point,
ou ce qui est mon cas, avoir le sentiment de ne pas parvenir à le comprendre pleinement et estimer que les Wittgensteiniens devraient parvenir à nous en dire beaucoup plus ou beaucoup mieux à son sujet pour que nous y parvenions, et cessions d'avoir régulièrement à l'esprit, précisément parce que nous ne parvenons pas à comprendre pleinement le point en question, l'idée qu'il y a tout de même quelque chose de profondément mystérieux dans le fait que dans l'analyse d'un concept comme celui d'événement, nous comprenions la nature même des événements, ou l'idée qu'il y a une résonance désagréablement quiétiste dans le fait de soutenir qu'il n'est pas possible de dire autre chose de la nature des événements que ce que nous pouvons tirer de notre concept d'événement. Mais en philosophie comme ailleurs, il vaudrait mieux, pour que la discussion puisse avoir un intérêt quelconque, ne pas attribuer à ceux que l'on veut combattre des positions qu'ils n'ont nullement l'intention de défendre, et s'efforcer soit d'attaquer la thèse qu'ils défendent réellement, soit, si nous jugeons qu'ils ne nous ont pas donné de raison suffisante de croire que cette thèse soit susceptible d'être réellement intelligible et satisfaisante, de donner des raisons de ce jugement. Or, dans The Philosophy of Philosophy, Williamson ne fait ni l'un ni l'autre. Alors, je n'ai pas du tout l'intention de proposer ici une défense ou une élucidation de la position wittgensteinienne à propos de la portée de l'analyse conceptuelle. Il ne s'agit pas forcément, d'une manière générale, d'une position dont je voudrais à toute force proposer la défense. Mais il me semble qu'elle mérite au moins qu'on lui accorde quelque chose d'autre qu'un simple haussement d'épaule un peu blasé. La chose que je voudrais faire, plutôt, est de relever d'une façon qu'on ne devrait pas considérer comme secondaire ou négligeable, que le fait de caractériser la philosophie comme une investigation conceptuelle permet de satisfaire à peu près immédiatement ce que Peacock a appelé le défi de l'intégration, tandis que, et je voudrais terminer sur ce point, la conception du raisonnement philosophique et du genre de connaissances que la philosophie est censée nous permettre d'acquérir, défendue par Williamson, échoue, quant à elle, à relever ce défi. Ce défi, écrit Jacques Bouvresse, a trait à la difficulté de savoir, à la difficulté que l'on peut avoir en rapport avec une entreprise cognitive quelconque, à fournir à la fois une métaphysique et une épistémologie acceptable de la vérité pour les propositions de la discipline concernée. Autrement dit, dans le cas de la philosophie, il ne doit pas y avoir une discordance complète, ni même un écart trop important entre ce que nous savons des processus par lesquels se forment les croyances et les certitudes philosophiques, et l'idée que nous nous faisons du genre de vérité à la connaissance desquelles nous sommes censés avoir réussi à accéder grâce à eux. On l'a vu pour Williamson, le but de la philosophie est à long terme d'acquérir un type de connaissance de la manière dont sont les choses qui n'est pas fondamentalement différent de celui que les sciences peuvent acquérir. Autrement dit, la philosophie et la science ne portent pas sur des choses radicalement distinctes, mais portent toutes deux sur le monde. La première, à la différence de la seconde, peut néanmoins être pratiquée, au moins en partie en fauteuil, mais cela n'implique pas, on l'a déjà noté, que ce soit au moyen d'une faculté cognitive particulière, différente de celle que nous engageons dans notre connaissance scientifique ou ordinaire du monde, que la philosophie contribue à sa connaissance, y compris lorsqu'elle est pratiquée en fauteuil. Alors, selon Williamson, la connaissance que la philosophie dispose des moyens d'acquérir, que le philosophe dispose des moyens d'acquérir, qu'il doit chercher à acquérir et qu'il lui appartient en propre d'acquérir, est, et on l'aura sans doute déjà compris, celle de la nécessité métaphysique. Et à propos de la manière dont nous sommes censés être capables de connaître la nécessité métaphysique, Williamson soutient la thèse suivante. Les différents moyens dont nous disposons pour acquérir de la connaissance non philosophique sont capables d'être utilisés de façon à nous procurer une connaissance philosophique, dont celle de la nécessité métaphysique. J'établis une relation entre les méthodes que nous utilisons pour évaluer des conditionnels contrefactuels en dehors de la philosophie et la notion de nécessité métaphysique. Je définis cette nécessité comme ce qui aurait été le cas, quoi qu'il ait pu être le cas, ce qui est en soi un conditionnel contrefactuel généralisé. Autant que je puisse en juger, les méthodes dont nous disposons pour évaluer les conditionnels contrefactuels en général sont les méthodes appropriées, même dans des cas particuliers, comme celui de la nécessité métaphysique. Autrement dit, une fois que l'on voit quelles capacités cognitives sont requises pour expliquer notre connaissance des contrefactuels, on voit que ces capacités sont suffisantes pour expliquer notre connaissance de la modalité. Et il devient assez peu plausible de supposer que nous utilisons néanmoins des capacités cognitives additionnelles et superflues quand nous évaluons des affirmations de modalité. En quoi alors
le fait que notre capacité à connaître ce qui est métaphysiquement nécessaire ne soit pas différente de notre capacité à connaître la vérité de contrefactuel, permet-il de rendre compte de la manière dont, en philosophie, nous pouvons parvenir à connaître la nécessité métaphysique? La réponse de Williamson est que 1. Les expériences de pensée sont une des méthodes les plus systématiquement utilisées en philosophie. 2. Que les expériences de pensée ne sont rien d'autre que des raisonnements portant sur des possibilités contrefactuelles. Et 3. Que c'est notamment au moyen de ce genre de raisonnement que nous parvenons chaque jour, de façon parfaitement ordinaire, à connaître des vérités à propos du monde et que nous utilisons celles que nous avons acquises pour en acquérir de nouvelles. En un mot, pour Williamson, les expériences de pensée que nous utilisons en permanence en philosophie nous permettent de connaître ce qui est métaphysiquement possible et pas seulement, comme on pourrait tenter de le croire, ce qui est conceptuellement possible. Et elles fonctionnent, en philosophie comme en science, comme des preuves ou des arguments en faveur des conclusions auxquelles elles nous permettent de parvenir. Alors, Pascal Engel, commentant la position défendue par Williamson et s'accordant largement avec elle, écrit ainsi que ce n'est qu'en partie que les expériences de pensée renvoient à des découvertes à propos de nos croyances ou de nos concepts. Il s'agit d'hypothèses que nous avançons pour voir ce qui s'ensuit. Alors, ce que je voudrais montrer, pour finir, c'est que l'argumentation employée par Williamson afin d'établir que nous disposons des moyens de connaître la nécessité métaphysique doit être entièrement rejetée. Plus précisément, je vais essayer de montrer la raison pour laquelle les expériences de pensée dans lesquelles nous sommes censés être capables de connaître la nécessité métaphysique, en réalité, ne le permettent pas. Je ne trancherai pas la question de savoir s'il y a ou non des essences ou de telles nécessités, et je ne prétendrai pas avoir démontré qu'à supposer qu'elles existent, nous serons à jamais incapables de les découvrir, étant donné les moyens cognitifs dont nous disposons. Alors, un argument en ce sens pourrait par exemple être que la science ne peut nous permettre de découvrir que ce qui est le cas, et que la concevabilité et l'inconcevabilité ne sont pas des guides fiables pour la modalité métaphysique. Donc moi, ce que je vais, pour ma part, m'efforcer de montrer, c'est que les expériences de pensée sur lesquelles nous nous appuyons en philosophie ne relèvent pas du type de raisonnement contrefactuel que nous mettons continuellement en jeu dans nos interactions avec le monde et qui se trouve également à l'œuvre dans les expériences de pensée scientifiques. Autrement dit, je voudrais faire apparaître que la nature des expériences de pensée scientifiques ou du raisonnement contrefactuel ordinaire n'est pas la même que celle des expériences de pensée philosophiques et que ces dernières ressortissent clairement de l'analyse conceptuelle, en quoi elles ne sont pas susceptibles d'être le genre d'instrument de connaissance de la nécessité métaphysique que Williamson voit en elles. Alors, dans un raisonnement contrefactuel ordinaire, comme lorsqu'on se demande si ce chalet serait détruit si ce gros rocher se décrocherait de la montagne, ou dans une expérience de pensée scientifique, on peut penser par exemple à celle du saut de Newton, on imagine d'abord qu'une situation contrefactuelle X soit le cas. On s'efforce ensuite de déterminer Y, ce qui se passerait dans X, ce qui peut notamment être interprété comme consistant à observer en imagination ce qui se passerait dans X. On juge enfin, dans l'expérience de pensée scientifique en particulier, que le fait que Y se produirait dans X constitue un élément de preuve en faveur de Z, une théorie ou une hypothèse expliquant que Y soit le cas dans X. Que l'expérience de pensée ait été formée pour appuyer cette théorie ou qu'elle conduise à l'envisager. Alors, ce que je voudrais faire apparaître, c'est que dans le cas d'une expérience de pensée du genre de celle que l'on rencontre en philosophie, il est faux de dire que l'on imagine que X soit le cas et que l'on juge ensuite que Y est ce qui se produirait si X était le cas. Dans les expériences de pensée philosophique, on imagine que X soit le cas et l'on juge alors que Y. Mais ceci ne signifie pas que l'on juge que Y est quelque chose qui se passerait ou se produirait dans X, au sens où on peut dire cela dans une expérience de pensée ordinaire ou scientifique. Pour le dire autrement, juger quelque chose à propos de X n'est pas nécessairement identique au fait de juger que quelque chose se passerait dans X. Et dans une expérience de pensée philosophique, le fait que Y serait le cas dans X n'est pas quelque chose qui se passerait dans X. Pour s'en rendre compte, considérons deux expériences de pensée philosophique, celle de l'horloge arrêtée de Russell et celle du prince et du savetier de Locke. L'expérience de l'horloge arrêtée de Russell est la suivante. Imaginons que l'horloge du salon de S se soit à son insu arrêtée hier soir à 22h30, que le lendemain matin, S aille par chance à 10h30
dans son salon pour la consulter, qu'il n'ait aucune raison de penser qu'elle s'est arrêtée et qu'il croit en conséquence qu'il est 10h30. Dans cette situation, nous jugeons que S ne sait pas qu'il est 10h30. Autrement dit, si S était dans cette situation, il ne saurait pas qu'il est 10h30. Le fait que S ne sache pas qu'il est 10h30 dans X est bien quelque chose qui est vrai de cette situation X. Mais que cela soit vrai de X n'implique pas qu'il s'agisse de quelque chose qui se passe dans X, au sens où Y est ce qui se passerait dans X dans l'expérience de pensée du gros rocher se décrochant de la montagne ou dans celle du saut de Newton. Ce qui serait susceptible de se passer dans X est par exemple que S décide sur le champ de sortir de chez lui s'il a l'habitude inaltérable d'aller tous les jours faire une promenade à 10h30. Et si la spécification de cette habitude avait été incluse dans la spécification de la situation X, le jugement que nous aurions formé, que dans X, S sortirait sur le champ de chez lui, serait 7 fois un jugement relatif à ce qui se passerait dans X. Au sens où, dans l'expérience de pensée du gros rocher ou du saut, le fait de juger que Y serait le cas dans X consiste à juger que Y est ce qui se passerait dans X. Autrement dit, le jugement que dans X, Y se produirait, que S sortirait sur le champ de chez lui, relève des capacités cognitives impliquées dans nos raisonnements contrefactuels ordinaires et scientifiques, mais le jugement que dans X, S ne saurait pas qu'il est 10h30 n'en relève pas. Or, c'est ce dernier jugement que nous qualifierions de philosophique, certainement pas le premier. Nos jugements philosophiques ne sont donc pas de la nature des raisonnements contrefactuels ordinaires et scientifiques. Et puisque c'est en affirmant qu'ils sont de cette nature que Williamson affirme qu'ils nous permettent de connaître la nécessité métaphysique, il s'ensuit que Williamson n'a pas montré comment nous pouvons connaître cette nécessité. Alors, considérons à présent l'expérience de pensée du prince et du savetier sur laquelle je terminerai. Imaginons qu'un matin, à son réveil, l'homme trapu se réveillant dans le lit du savetier se souvienne de tout ce dont se souvient le prince Philippe le Svelte, qu'il s'agisse de souvenirs d'enfance ou de ce qu'il avait décidé la veille qu'il ferait le lendemain, et qu'il s'en souvienne, pour dire les choses rapidement, en première personne. Imaginons par ailleurs que l'épouse du savetier, couchée à ses côtés, lui fasse remarquer que son travail de savetier lui abîme décidément beaucoup les mains. Imaginons, autrement dit, que l'homme se réveillant dans le lit du savetier soit, de façon étrange, en continuité psychologique avec l'homme s'étant chaque jour réveillé dans le lit du prince. Dans cette situation, selon Locke, la personne se réveillant dans le lit du savetier serait Philippe le Svelte. Néanmoins, à supposer que notre jugement à propos de cette situation soit le même que celui de Locke, il ne s'agit pas de quelque chose qui se passerait dans cette situation. Dans cette situation, il se passerait que Philippe le Svelte se réveillerait dans le lit du savetier. Mais il ne se passerait pas que la personne se réveillant dans le lit du savetier serait Philippe le Svelte. Et si l'on juge que ce qui se passerait dans cette situation, c'est que Philippe le Svelte se réveillerait dans le lit du savetier, ce n'est pas à condition d'avoir d'abord jugé que ce qui se passerait est que Philippe le Svelte serait la personne se réveillant dans le lit du savetier, mais à condition d'avoir d'abord jugé que Philippe le Svelte serait cette personne. Et ce jugement, à la différence du jugement contrefactuel à propos de ce qui se passerait, n'est absolument pas de la nature d'une hypothèse, précisément parce qu'il ne pourrait être une hypothèse que s'il portait sur ce qui se passerait. Autrement dit, en un mot, ces expériences de pensée philosophique sont bel et bien de nature conceptuelle. Alors si ce que j'ai avancé est correct, la position de Williamson à propos de la connaissance et des raisonnements philosophiques ne permet donc pas de relever le défi de l'intégration. Et si par ailleurs une conception wittgensteinienne de la philosophie en est non seulement immédiatement capable, mais permet également, comme je l'ai avancé, de rendre compte et de la nature des expériences de pensée et de la manière dont en philosophie nous réagissons aux désaccords, il n'est pas certain finalement qu'elle soit totalement dépourvue d'arguments en sa faveur. Je vous remercie. Je te remercie pour cet exposé très stimulant et très passionnant et qui ne va pas manquer de susciter une discussion. Je vous remercie moi aussi pour l'exposé remarquable que vous avez donné, qui m'a rappelé de vieux souvenirs, parce que je me suis évidemment beaucoup intéressé à cette question.
à une époque où j'étais un Wittgensteinien probablement un peu plus fervent que je ne le suis à présent. J'ai un peu plus de difficulté à accepter la position de Wittgenstein, mais je trouve que vous l'avez remarquablement caractérisé. Vous en avez donné un des meilleurs exposés que j'ai jamais entendu, en particulier en ce qui concerne la position défendue par Hacker. Je connais un peu moins bien Williamson. Enfin, il y a certainement dans l'assistance des gens comme Pascal Angel qui sont nettement plus proches de Williamson que de Hacker. Alors, je me suis trouvé moi-même confronté. Il y a des échos de ça qui apparaissent dans la demande philosophique, de façon tout à fait directe à ce problème, qui provient du fait suivant. On a l'impression qu'on pourrait être tenté d'attribuer, enfin on peut chercher à attribuer aux énoncés philosophiques des conditions de vérité objective, c'est-à-dire on peut se dire, comprendre une proposition philosophique, c'est, comme dit Wittgenstein, savoir si ces conditions de vérité sont réalisées ou non. Mais si on adopte une position réaliste et même hyper réaliste concernant les propositions philosophiques, on peut se dire après tout, bien qu'on n'ait jamais réussi à décider une proposition philosophique quelconque, néanmoins les propositions philosophiques ont une valeur de vérité. Simplement, on n'a pas réussi à savoir laquelle c'était. Je me suis amusé à spéculer un peu sur ce que peut être la philosophie vue du point de vue de Dieu. C'est une question très intéressante. Parce que Dieu doit s'amuser beaucoup à nous voir débattre, à voir l'humanité débattre à l'infini pour savoir s'il y a des universaux ou pas. Si on tient compte du fait que c'est peut-être une question qui a un sens direct et obvious, c'est-à-dire ou bien il y en a ou bien il n'y en a pas, et nous on ne sait pas, on n'a pas réussi à savoir en dépit de siècles de discussion et d'argumentation, mais peut-être que néanmoins c'est une question qui est décidée, même si nous ne pouvons pas la décider. Bon, en tout cas pour nous, il est difficile de parler de conditions de vérité objective qu'on pourrait attribuer, qui constitueraient donc la signification des propositions philosophiques. Et il est tout aussi difficile de leur attribuer des conditions d'assertion. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, c'est raisonnable de chercher à leur attribuer des conditions de vérité objective, mais peut-être qu'au moins, il y a des conditions d'assertion en ce sens qu'on peut arriver à se mettre d'accord, au moins dans certains cas, sur le fait qu'on peut asserter légitimement une proposition philosophique et rejeter sa négation, ou l'inverse. Mais même ça, c'est une chose qu'on n'a pas obtenue non plus, comme vous l'avez rappelé à juste titre. Alors je me suis beaucoup intéressé à Hacker et aux gens de position qu'il défend. J'ai même eu l'occasion d'en discuter avec lui. Je me souviens d'une conversation au cours de laquelle il m'avait dit que c'était tellement évident que Wittgenstein avait raison que, enfin, l'avantage remarquable de cette position, c'est de rendre compte presque immédiatement du fait qu'on n'a jamais réussi à parvenir à une vérité en philosophie, et également qu'il est extrêmement difficile de parler d'un progrès en philosophie. Il n'y a pas de vérité parce que justement il ne s'agit pas de décider de la valeur de propositions qui seraient des propositions de nature théorique ou quasi théorique. Mais en même temps, bon, je suis tout à fait d'accord aussi, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais sur ce que vous avez dit à propos de la différence qu'il y a entre l'expérience de pensée en philosophie et en sciences, là je pense que c'est un point sur lequel vous avez raison. Soit dit en passant, je pense qu'une bonne partie du désaccord fondamental qu'il y a sur ce point, ça m'a rappelé aussi le livre de Ernst Gellner, Words and Things, qui était un livre qu'on lisait quand j'étais jeune, parce que on est obligé de penser à nouveau ce vieux principe dont faisaient état les gens comme Gellner, c'est-à-dire prenez soin, et Popper, prenez soin de la vérité, le sens prendra soin de lui-même. C'est tout à fait lié à la question que vous avez traitée, c'est-à-dire si la philosophie cherche à décider de la vérité de propositions théoriques ou quasi-théoriques, évidemment il n'y a pas besoin de reconnaître, de chercher à établir une différence considérable avec ce qui se passe dans les sciences. Il y a même pratiquement une obligation de les rapprocher. Tout à fait différent si, évidemment, on considère que la philosophie s'occupe en priorité non pas de la vérité de certaines propositions, mais du sens. C'est-à-dire... Alors, je crois me souvenir aussi que Dummett a souvent fait allusion à ce débat, et a tendance, lui, à adopter, comme Wittgenstein, bien qu'il soit très éloigné de Wittgenstein sur certains points, il a eu tendance à adopter l'idée que la philosophie ne nous fournit pas de connaissances supplémentaires, mais nous permet de mieux comprendre des connaissances que nous avons déjà, ce qui constitue un aspect essentiel du débat. Alors, ma question principale, si je crois la question importante, en tout cas la question importante pour moi, c'est qu'en dépit de l'assurance dont fait preuve Hacker,
dont il a toujours fait preuve et dont je pense qu'il continue à faire preuve, il y a quand même un problème majeur qui se pose. Ça concerne la compréhension de ce que les philosophes ont fait depuis 25 siècles, et de la compréhension qu'ils ont, pas seulement la compréhension que nous pouvons avoir de ce qu'ils ont fait, mais la compréhension qu'ils ont eue eux-mêmes de ce qu'ils étaient en train de faire. Et comme la philosophie a passé son temps à inventer des théories, comme vous savez, ou en tout cas à produire des constructions qui ressemblent fortement à des théories, on est obligé de se demander s'il est réellement possible, enfin s'il est possible d'essayer de réinterpréter ce que les philosophes ont fait, peut-être sans savoir, sans s'en rendre compte, de le réinterpréter en termes wittgensteiniens, c'est-à-dire comme ayant consisté au fond, malgré tout, et en dépit des apparences, à résoudre des problèmes conceptuels ou à débrouiller des confusions conceptuelles, etc. Ou bien est-ce qu'on est obligé de se dire qu'il y a eu des changements radicaux qui se sont produits sur ce point. Enfin, dernière observation, évidemment, tout ce dont vous avez discuté, et dont je pense qu'il s'agit de quelque chose qui doit réellement être discuté, perd toute espèce d'importance si on considère la philosophie soit comme une discipline qui consiste à inventer des concepts, non pas à analyser des concepts, mais à en inventer, soit comme une discipline qui est, pour l'essentiel, un genre littéraire. Ça, c'est évidemment une question qui n'a de sens que dans le contexte que vous avez décrit. Voilà. Je vous remercie pour ces commentaires. Alors, sur la question de... Je ne sais pas si c'était ce que je peux répondre. Par exemple, sur l'histoire de la philosophie, sur la manière dont, selon quelqu'un comme Hacker, on doit considérer ce qu'ont fait les philosophes depuis 2 millénaires. Il me semble que Hacker serait tout à fait prêt à dire que c'est précisément ce qu'ils ont fait, l'analyse conceptuelle, sans s'en rendre compte, et qu'ils ont simplement une sorte de mauvaise métaphilosophie qu'il importe de rectifier, mais qu'au bout du compte, les meilleures choses qu'on puisse tirer de ce qu'ils ont fait consistent dans le genre d'analyse conceptuelle qu'ils voudraient promouvoir. Un avantage de cette position, mais c'est étonnant parce que je ne tiens pas spécialement à la défendre, il me semble que simplement il faut lui donner en faire une présentation au moins charitable pour ensuite pouvoir la rejeter ou l'accepter. Mais donc un avantage de cette position, donc, comme celle de Hacker, c'est de dire elle permet de rendre compte elle est parfaitement compatible avec la manière dont on doit concevoir la réaction des accords philosophiques. C'est-à-dire, elle fournit une conception de ce qu'est la philosophie qui est en accord avec la manière dont on pratique la philosophie et dont on doit réagir en cas de désaccord. De ce point de vue-là, elle est peut-être plus, et c'est ce que j'essaie de montrer dans la première partie du papier, plus cohérente que celle que soutiennent ceux pour qui il y a des vérités philosophiques qu'il faudrait atteindre et qui impliquerait qu'en cas de désaccord, on doive accepter de s'appuyer sur des théories qu'on n'est pas réellement capable de comprendre et qu'on pourrait parvenir à une sorte de progrès en procédant de cette manière-là et être satisfait du genre de travail que l'on produit. Et il me semble qu'en philosophie, c'est une approche qui est rigoureusement impossible et n'a pas parlé de sens, et que cette manière wittgensteinienne de la concevoir permet de rendre compte de cette différence. C'est effectivement un point, mais qui implique effectivement qu'il faille considérer toute l'histoire de la philosophie de la manière dont Hacker la considère.